Bonjour, information, pédagogie ou propagande? Les accusations montent à mesure que se déroule la campagne du référendum contre les médias audiovisuels accusés de confondre les trois. Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Union assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures. Alors les médias audiovisuels sont-ils neutres ou font-ils de manière ouverte ou subreptice la campagne du oui? Avec nous pour tenter de répondre à cette question, Bernard Guetta, chroniqueur de politique étrangère à la tranche du matin, le 7-9 de France Inter, tranche très accusée par certains partisans du non d'être monocolore et de faire la campagne du oui. Éric Zemmour, journaliste au Figaro, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était entre les deux tours de la présidentielle de 2002 et vous aviez dénoncé la propagande unilatérale de tous les médias. Vous nous direz si selon vous, on se trouve aujourd'hui dans la même situation. Toujours à propos du référendum, on va maintenant en venir au vent de fronde qui souffle contre les grands médias, notamment audiovisuels et notamment audiovisuels publics, à propos de la campagne du référendum. Ces grands médias audiovisuels, Christelle Ploquin, étant accusés d'être d'une manière monocolore favorable au oui. C'est une question de temps de parole, on le verra tout à l'heure, mais aussi de ton des journalistes. Voilà, du temps et du ton. Et parmi les principaux accusés de ceux qui critiquent le débat dans les médias, il y a vous, Bernard Guetta. Donc tous les matins après le journal de 8h sur France Inter, vous vous exprimez dans une chroniques qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de France Inter, et chroniques dans lesquelles depuis plusieurs mois vous prenez assez clairement position sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr. Mois, pas du tout. Depuis plusieurs années. Comment Non. Attendez, on va d'abord écouter une chronique, Bernard, pour que les téléspectateurs se fassent une idée. Voilà, on a choisi l'édito du 18 mars, enfin juste quelques extraits, vous allez voir, vous allez écouter plutôt. Le 18 mars, je rappelle simplement que c'était juste après la première percée du non dans les sondages. Tout menace le oui. Tout annonce aujourd'hui une victoire du non, car l'idée fausse, selon laquelle ce projet de constitution serait inamendable et graverait le libéralisme dans le marbre, s'est largement imposée. Que se passerait-il si le non l'emportait ? La réponse est d'abord que le projet européen prendrait au bas mot une quinzaine d'années de retard supplémentaire, car il faudrait rebâtir un consensus sur la manière de le remettre en route, ayant réduit à néant un effort commun par le seul effet de son bon plaisir. La France n'aurait ni les idées, ni le crédit nécessaire pour reprendre les rênes politiques de l'Europe. L'Europe stagnerait, l'influence française y serait réduite. Tout ce qui retarde les progrès de son unification et la possibilité donc d'affirmer son modèle avec le poids d'un continent va contre le progrès social. C'est une terrible erreur que la France est à la veille de commettre. Bon, au moins c'est clair, la couleur est annoncée, les mots ne sont pas mâchés. Alors, depuis que vous avez commencé à traiter ce thème à l'antenne, vous recevez un très nombreux courriers hostiles. Certains auditeurs se sont même exprimés à l'antenne de France Inter, peu avant 9h. Alors, première reproche qui vous est fait, on vous dit que vous êtes éditorialiste sur une chaîne de service public, vous auriez donc tenu à une certaine impartialité. Petit retour en arrière d'abord. J'étais correspondant à Moscou en 89, quand le mur est tombé. Pour le monde. Pour le monde. À l'époque, je ne m'intéressais à peu près pas à la construction européenne. Pour moi, comme pour la plupart des Français et des Européens, je crois, la construction européenne, c'était des marathons agricoles, des montants compensatoires, des trucs absolument invitables, dont je me contrefichais. Et je suis, à l'époque... Il faut dire que vous aviez de l'actualité à Moscou qui suffisait à vous occuper. Non, mais écoutez, après tout, je m'intéressais à d'autres choses qui se passaient dans le monde ou en Europe, même étant à Moscou sous Gorbatchev avec la perestroïka. Mais le jour où le mur est tombé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le continent européen ? Comment est-ce qu'on fait pour stabiliser, parce que ça n'allait pas, évidemment pas être un petit travail, comment est-ce qu'on fait pour stabiliser cet empire qui s'écroule ? Comment est-ce qu'on fait pour contrebalancer l'influence qui va être désormais unique des États-Unis ?
C'est ce jour-là que je suis devenu très, très européen. Non, mais et je le suis de plus en plus. Ça, Bernard Guetta, c'est votre conviction et c'est évidemment parfaitement votre droit. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes le seul éditorialiste de politique étrangère à cette heure-là, qui est l'heure la plus écoutée de la station. Voilà, le choix qui est proposé aujourd'hui aux Français, c'est un choix entre le oui et le non. Est-ce que c'est le rôle d'une chaîne de service public d'être aussi monocolore à son heure de plus grande écoute? Alors attendez, il y a plusieurs éléments de réponse à cela. Mais d'abord, une ou deux phrases quand même pour... J'ai voulu vous dire par là que la construction européenne est chez moi une conviction de plus de 15 ans. On l'a bien compris. D'accord. Si vous l'avez bien compris, est-ce que je peux dire quelque chose qui soit complètement contraire à une conviction aussi profonde et aussi ancienne chez moi? Non. Non, parce que ça serait tout simplement malhonnête, premièrement. Et deuxièmement, parce que les auditeurs d'Inter m'entendent depuis 15 ans plaider non pas seulement la construction européenne, mais très précisément le fédéralisme européen. Alors maintenant, vous me dites l'impartialité. Je n'ai jamais eu, je le dis très directement, je n'ai jamais eu l'idée que je devrais être impartial dans un éditorial. Je suis éditorialiste. Un éditorialiste, c'est un regard. C'est un regard qui est affirmé, qui est argumenté. Mais c'est évidemment un regard. Est-ce qu'il ne faudrait pas un Guetta pro-non juste avant vous, juste après vous? Attendez une seconde. J'y viens. C'est la chaîne qui est coupable, c'est pas attendez une seconde. Alors, la seule chose que l'on puisse, que l'on doive absolument exiger d'un éditorialiste, c'est premièrement qu'il ne déforme pas les faits à l'avantage de sa thèse, de la thèse qu'il défend, et deuxièmement qu'il soit de bonne foi dans son argumentation. Je crois que je réponds à ces deux critères. Ce qui est votre cas. Éric Zemmour, vous dites que c'est la chaîne qui est coupable. Moi, je répondrais deux choses. D'une part, je trouve qu'il a raison. Moi, je ne crois pas à l'objectivité. Je crois à la subjectivité. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est la chaîne qui est coupable parce qu'il est le seul à parler. Et il faudrait des gens différents. Ce qui est intéressant, c'est la variété, c'est la diversité, mais des regards différents et partiaux et subjectifs. Maintenant, sur ce qui m'amuse dans Bernard, c'est qu'il devient fédéraliste en 89, quand justement le projet fédéraliste est mort. Et il devient... Parce qu'à 25, on ne fera jamais l'Europe fédérale. Oui, alors, Éric Zemmour, là c'est moi qui vous arrête parce qu'on ne va pas entrer sur le fond. On va essayer de parler ici de questions de pluralisme et d'impartialité. Oui, encore un mot? Ben non, je veux rebondir là-dessus. Sur quoi? La culpabilité de la chaîne. Oui, de la station. Je ne crois pas que France Inter soit coupable en quoi que ce soit, pour deux raisons. C'est quand même très très monocolore le matin. Eh ben non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas du tout, absolument. Il n'y a pas un Guetta pro-non, il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi éloquent que vous, qui a un rendez-vous quotidien avec les auditeurs. Il y a une tranche de 7 à 9, 2 heures. 2 heures d'émission. Oui. Sur ces 2 heures d'émission, ma chronique dure 2 minutes 50 et il m'arrive, mais pas toujours, de répondre aux questions des auditeurs dans la tranche 9h moins 20, 9h. Où est-ce que le nom s'exprime, Bernard Guetta, dans cette tranche? Alors attendez, dans deux domaines. Premièrement, avec les invités. Les invités. Je répète, c'est quand même important. Quelle est la proportion des invités pro-oui et pro-non dans le dernier mois sur Inter, vous le savez? Non, moi je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que chaque matin, quand je sors du studio, j'entends Stéphane Paoli et son assistante dire « Bon, est-ce que demain matin on invite tel noniste ou tel ouïiste ?» Et la réponse est à chaque fois « Ah non, pas un noniste parce que ils sont en avance, ah non, pas un ouïiste parce qu'ils sont en avance, etc. » Il y a un décomptage très précis. Moi, c'est pas mon boulot. Mais je les entends. Je les entends. Mais attendez, vous me disiez un autre éditorialiste. Vous voulez que je réponde là-dessus? Allez-y. Bon. Depuis que je fais cette chronique à France Inter, c'est-à-dire 13 ou 14 ans, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, pas mal d'années, il m'est arrivé, plus souvent qu'à mon tour, de prendre position dans mon édito sur une foule de sujets. Évidemment, à peu près sur tous les sujets, mais notamment sur des sujets extraordinairement controversés
dans l'opinion française. Je vous rappelle que j'étais contre l'intervention militaire au Kosovo. Je crois que les 2/3 des Français étaient pour. Bernard Guetta, il n'y avait pas de référendum. Là, il y a un référendum, c'est différent. On appelle les Français à voter. On doit les informer. Est-ce qu'il faut voter oui, est-ce qu'il faut voter non? Alors, d'accord, ça, c'est le problème de la comptabilité entre les forces politiques. D'accord. Ce n'est pas le problème d'un éditorialiste. Élection ou pas, référendum ou pas, ne soupirez pas. On a bien compris. Vous me posez des questions, je réponds, vous soupirez. Elles vous intéressent mes réponses ou pas? Elles sont très intéressantes, très éloquentes et très complètes, comme toujours. Alors, cela dit, il y a, Maya, un problème plus général d'inégalité de répartition du temps de parole dans les médias audiovisuels. Oui, c'est ce qu'a relevé le CSA dans ses comptes du mois d'avril, en oubliant un peu que ce déséquilibre est quand même en grande partie dû à la complexité de leurs propres règles, que je ne vais pas rappeler ici. En attendant, on a continué à compter le nombre d'intervenants en faveur du oui et du non, essentiellement politiques dans les différentes émissions de débat, mais aussi tous ceux qu'on a pu entendre dans les journaux télévisés, en précisant qu'à la différence du CSA, nous avons pris en compte Jacques Chirac dans le camp du oui. Voilà. Voilà. Donc on commence par rappeler les chiffres précédents, ceux des mois de janvier à mars. Alors vous vous souvenez peut-être, le oui l'emportait haut la main. Eh bien pour le mois d'avril, ça a légèrement bougé et à l'inverse des sondages, le oui a un peu baissé et le non est légèrement remonté. Alors essayons de voir où s'est fait le déséquilibre, où est-ce que l'équité avait été le moins respecté. Alors durant le mois d'avril, on a vu quelques émissions spéciales référendum. Sur France 3 par exemple, il y a eu Pour un oui ou pour un non, présenté par Élise Lucet et Jean-Michel Blier, et là 50-50, l'équilibre est parfait. Sur France 2, on a pu voir 100 minutes pour comprendre l'Europe, présenté par Olivier Mazerolle, et là aussi 50-50, donc ce n'est pas dans ces émissions que l'écart s'est creusé. Alors les émissions hebdomadaires, sur France 5, Serge Moati d'Henri Post, idem, 50-50, et même chose sur France 2, mots croisés, Arlette Chabot ne laisse rien dépasser et atteint le même score, 50-50. Donc, pour trouver le déséquilibre, il fallait aller chercher ailleurs, par exemple dans les journaux télévisés. Et là, c'est vrai que la balance commence à pencher sérieusement, puisque toutes chaînes confondues, il y a eu 67% d'intervenants politiques ou autres favorables au oui, contre 33% de non. Et c'est valable pour toutes les chaînes. Mais ce n'est pas là que l'écart est le plus significatif, puisque sur France 3, l'émission de Christine O'Krent, France Europe Express, fait un très beau score, 69% d'invités pour le oui contre 31% pour le non. Elle est suivie de très près par le vrai journal sur Canal+, où Carl Zéro, lui, a eu dans ses invités 71% de partisans de la Constitution contre 29% qui étaient contre, mais il y a mieux. C'est sur France 2, Questions ouvertes, où on a notamment pu voir Lionel Jospin. Donc question ouverte qui ne fait pas dans la dentelle, avec 75% d'intervenants pour le oui contre 25% pour le non. Réaction? Moi je trouve que c'est très intéressant ces chiffres, mais je trouve qu'il faut aller au-delà d'après moi pour voir l'ambiance depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Je crois qu'il y a eu un basculement, c'est-à-dire que jusqu'alors les partisans du oui étaient sûrs de gagner, et donc les règles d'équité étaient à peu près respectées. C'est pas que je montrais les chiffres de Maya. Non, mais parce que moi, je ne m'attache pas, je comprends ces chiffres, ils sont intéressants, mais pour moi, il y a un au-delà. Je vous donne un seul exemple. Hier, avant-hier, je ne sais plus, je me balade en voiture, j'écoute la radio, Europe 1, le journal d'Europe 1. On parle au journal d'Europe 1 de la performance de Jacques Chirac à la télévision avec les journalistes et non pas avec les jeunes. Et on dit il s'est beaucoup mieux débrouillé, etc. Et d'ailleurs, vous allez écouter l'avis de l'expert en communication, Maurice Lévy, PDG de Publicis. Donc on s'attend à un commentaire d'expert de la communication sur la prestation chiracienne. Eh ben non, on a le droit à 2 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas, d'intervention de monsieur Maurice Lévy, PDG de Publicis, qui dit mais la Constitution c'est drôlement bien et c'est très grave de voter non et patati et patata. C'est ça depuis 3 semaines tout le temps. C'est-à-dire que toutes les radios, toutes les télés sont au service du oui. C'est une espèce de tsunami
de propagande, d'experts bidons, parce que ça c'est des experts bidons, il est expert en communication, il n'est pas expert en politique étrangère. Et tout est comme ça, c'est pour ça que c'est très intéressant que vous me disiez, j'avais oublié que la dernière fois que j'étais venu c'était entre les deux tours de la présidentielle, parce que ça commence à ressembler à ça, c'est-à-dire une grande machine de propagande au service d'un camp contre un autre qui écrase l'autre sous les bombes médiatiques.